Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés avec nous en cette fin d'après-midi. Donc, je suis toujours Pauline, responsable filière chez Agotera, et on va parler de vin. Donc, le vin, c'est un produit qui a été particulièrement médiatisé ces dernières années quant à l'impact du changement climatique sur les exploitations viticoles, les défis de l'adaptation. Je pense qu'on a tous entendu parler d'exploitation viticole en Bretagne et ça nourrit beaucoup de fantasmes. Mais au-delà de ça, la filière vin, elle nous donne à voir de très beaux exemples de transition agroécologique. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière table ronde Carmen Etcheverry et Sophie Cucheval qui vont en témoigner. Donc laissez-moi vous les présenter rapidement. Carmen est vigneronne avec 5 hectares de vignes, arboriculture et production de bière. Et comme si ça n'était pas suffisant, tu es également directrice qualité, RSE et communication chez Advini. Donc Advini, c'est un groupe familial, société cotée, avec des activités d'opérateurs et de négoce en vin. Tu disais que ton métier de vigneronne te servait aussi de laboratoire, un peu comme un terrain de jeu pour ton métier chez Advini. Et tu es également au COMEX d'Advini, donc on a hâte de t'entendre parler de ces sujets avec tes 2 casquettes. En tout cas, bienvenue. Et dans le milieu, il y a aussi un acteur qui fait beaucoup parler, c'est OE. Sophie, tu es directrice filière et régénération chez OE. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, OE réalise un accompagnement de l'amont agricole de la filière viticole et a également acheté son propre domaine dans la Drôme l'année dernière. Domaine qui vous sert aussi de lieu d'expérimentation, notamment sur la régénération de la biodiversité. Et tu me disais en préparant cet atelier que vous avez également testé, par exemple, la réutilisation de plantes qui viennent de modèles régénératifs, comme le thym, le romarin, la fleur de sureau, dans des boissons sans alcool. Donc, pour parler de cette logique un peu d'expérimentation. Il faut savoir qu'on a un très beau partenariat Agotera avec OE pour le financement des projets du domaine. Et d'ailleurs, le projet est encore disponible partiellement au financement, donc avis aux amateurs. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole et on vous écoute pour une trentaine de minutes. Bonjour à tous et merci encore à Agotera pour l'invitation. On s'est dit avec Sophie, quand on a préparé cette table ronde, qu'on allait commencer par poser un peu le cadre des spécificités de la filière vin. La filière vin, c'est une filière qui est souvent méconnue parmi les autres filières agricoles, qui se revendique toujours un petit peu en marge, un petit peu à part. Et en effet, la filière vin, elle a quand même, quand on dézoome un peu et qu'on pense impact sociétal, quand on pense carbone, quand on pense biodiversité, quand on pense un peu à toutes les thématiques qui nous animent, c'est quand même une filière qui est particulière puisque déjà c'est une monoculture. C'est une monoculture dans l'espace, mais c'est aussi une monoculture dans le temps, puisque les zones viticoles, notamment en France, sont là depuis plusieurs siècles et ne se sont pas beaucoup réinventées. La viticulture, c'est aussi c'est à peu près 3% de la surface agricole utile en France, pour autour de 25% des consommations de pesticides, de produits phytosanitaires. Donc c'est quand même une filière qui est hautement intensive en intrants et donc potentiellement à risque en matière d'impact, de pollution et de risque sur la santé. Et puis c'est aussi une production qui produit de l'alcool et donc à ce titre qui a un impact sur la santé des gens. Donc une filière qui est quand même à la croisée de beaucoup d'enjeux et qui pose tout un tas de questions. Merci Carmen. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pauline et merci Agotera pour l'invitation. Peut-être pour compléter ce que tu dis, rajouter quelques impacts que traverse aussi la filière viticole. Je pense au premier, c'est une filière qui est très dépendante du climat. Globalement, là où on a des vignes, là où on fait du vin, ça veut dire que le climat est assez chaud sans être excessif, qu'il est assez sec pour éviter la prolifération de maladies, et qu'en même temps, il est suffisamment pluvieux pour permettre la croissance de la vigne. Parce qu'on a une culture qui est particulièrement dépendante du climat et des aléas climatiques, des sécheresses, des gels tardifs, etc. Et on a des études aujourd'hui qui nous disent que 70% des zones adaptées à la viticulture aujourd'hui pourraient disparaître à horizon de la fin du siècle. Alors forcément, le curseur, il est un peu différent, mais en tout cas, juste pour dire qu'il y a un enjeu d'adaptation énorme et que c'est peut-être dans ce contexte-là, en tout cas, qu'il faut qu'on lise aussi les actions de transition agroécologique que Advini ou que OE essaye de pousser. Peut-être aussi 2 autres points.
si on fait un petit pas de côté, c'est aussi une filière qui est dépendante de son marché, hein, comme toutes les filières. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un marché en décroissance sur la consommation du vin. C'est important de se le dire. C'est pas une tendance qui est nouvelle, mais c'est une tendance qui se confirme. 2024, c'est l'année où on a eu la consommation au niveau le plus bas depuis 60 ans, avec encore un recul de 3-4% par rapport à 2023. Et donc juste, c'est dans ce cadre-là qu'on œuvre et qu'on essaye de pousser des projets de transition agroécologique. Sachant aussi que le profil des vins, il évolue pas forcément dans le sens des attentes des consommateurs qui veulent des vins plus légers, etc. Et puis peut-être, dernier point qu'on peut mentionner, alors là je fais vraiment un pas de côté et c'est un peu le dada chez OE, mais je pense que c'est important de ne pas aborder la transition agroécologique en silo et que c'est important de la lier à d'autres enjeux de transition. Je pense notamment à des enjeux de transition circulaire. C'est la filière vin, c'est aussi une filière qui est dépendante d'autres marchés, par exemple du marché du verre. Si je fais un petit bond en arrière, historiquement, une bouteille en verre neuf ou en partie recyclée, elle était nettement plus intéressante financièrement parlant qu'une bouteille issue du réemploi. Tout simplement parce qu'il y a des coûts de logistique en réemploi qu'on n'arrive pas du tout à faire baisser grâce à des économies d'échelle parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux à le mettre en place. Et en 2022, avec la guerre en Ukraine, avec la hausse du coût de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie pour produire du verre, avec la raréfaction des matières premières, on a vu une augmentation énorme du prix du verre, voire des menaces de pénurie. Et là, on voit qu'il y a d'autres enjeux qui viennent aussi titiller la filière viticole et qui, selon moi, doivent vraiment être pris en compte aussi quand on parle de transition agroécologique. Mais voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi sur la partie solution. Donc des impacts forts de la filière sur la société, des impacts assez forts de la société sur la filière. On a quand même quelques éléments qui viennent nuancer un peu tout ça. C'est une filière qui est extrêmement importante pour la balance commerciale de la France, par exemple. Et puis aussi, et je pense que c'est ce qui nous a amené et l'une et l'autre à travailler dans cette filière, c'est aussi un formidable vecteur de culture, de savoir-faire, de patrimoine, de convivialité, de découverte, de voyage à l'intérieur d'un verre. Et donc c'est aussi une filière pour laquelle on a envie de s'engager justement, puisqu'elle va avoir besoin de se réinventer pour passer toutes ces crises et pour en sortir grandi. Ok, c'est moi qui commence alors. J'ai essayé de donner quelques exemples, quelques illustrations des choses qu'on peut mettre en place justement pour accélérer la transition agroécologique dans la filière viticole. Donc, comme le disait Pauline en introduction, moi, j'ai une sorte de double casquette, je suis un peu au bout de la chaîne alimentaire. Je suis fille de vigneron et j'ai vraiment cette filière-là chevillée au corps. Mais j'ai aussi bossé un petit peu à la sortie de mes études dans le monde de la protection de l'environnement. Et je me suis dit que le jour où les gens apprendraient un peu tous les impacts qu'a cette filière, pour une filière qui n'est même pas alimentaire, on allait tous finir avec la tête au bout d'une pique, qu'il était vraiment nécessaire qu'on bouge et qu'on bouge rapidement. Et donc j'ai essayé de déployer les systèmes les plus innovants à toute petite échelle sur mes 5 hectares. Ça prend déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je me suis aperçue qu'au final, il y avait aussi d'autres leviers. Et il y avait des inflexions de trajectoire chez des opérateurs de taille beaucoup plus importante, qui avaient des ressources beaucoup plus importantes et qui pouvaient aussi ouvrir la voie, défricher un certain nombre de terrains, puisque justement... des ressources, des capacités d'influence et même des volumes mis sur le marché qui sont beaucoup plus structurants. Donc, juste pour vous donner un bref petit panorama, Edvini, donc, on est vigneron et on est négociant un petit peu partout en France, alors plutôt dans le sud, mais on s'est aventuré jusqu'en Bourgogne et à Chablis, et dans la région de Stellenbosch en Afrique du Sud. Donc, on est quand même sur des bassins qui ont des réalités à la fois de marché, à la fois de conditions pédoclimatiques extrêmement diverses. On n'a pas les mêmes contraintes quand on est dans le Roussillon, quand on est dans le Bordelais. Et on ne fait pas du vin de la même façon. Et ça fait vraiment partie de notre ADN que d'essayer d'internaliser un petit peu tout ça et de trouver des solutions qui soient adaptées à chaque fois. Ça, c'était plutôt un élément de contexte pour que vous voyez un petit peu ce qui pèse vraiment. Donc, c'est une approche qui est carbone, mais elle est assez parlante. Je pense que si on faisait le même exercice avec des indicateurs de biodiversité, on reviendrait à peu près au même. Sophie en parlait tout à l'heure. Le verre, chez nous, c'est un enjeu qui est vraiment significatif. Ça représente à peu près 40% de notre bilan carbone à l'échelle d'Advini. Donc, en scope 3, bien sûr. Et l'autre gros morceau, c'est ce qu'on a mis dans la catégorie des intrants. C'est en grande partie les raisins et les vins qu'on achète.
Donc, en gros, toutes les émissions importées de notre chaîne de valeur agricole amont. C'est pour ça qu'il est très important à la fois qu'on bouge chez nous. Chez nous, c'est à peu près 2000 hectares de vignes, hein, donc on a quand même des inflexions à trouver aussi, mais qu'on réussisse à embarquer à peu près tout le monde dans cette transition-là. Donc pour cela, on agit à peu près à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'essayer de déployer des initiatives particulièrement innovantes, de faire des preuves de concept, de faire des sortes de crash tests qui nous permettent justement d'aller actionner un maximum de leviers, des fois de se prendre des murs, des fois de trouver des solutions qui fonctionnent, pour réussir ensuite à en tirer des leçons qu'on puisse ensuite essaimer à la fois chez nous et qu'on puisse partager. Donc là, en guise d'illustration, je vous ai mis un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc on est à Saint-Émilion, dans le Bordelais, sur une petite parcelle qui fait 20 arts. Donc 20 arts à l'échelle de nos 2000, c'est quand même pas grand-chose. Mais c'est une parcelle qui n'était pas cultivée parce que pas accessible au milieu d'un bosquet. Et donc on a décidé justement d'en faire une sorte de vitrine un petit peu pilote en appliquant des principes de permaculture. Donc on est sorti complètement des logiques très bordelaises des vignes sur fil de fer pour passer sur des systèmes un peu plus rhodaniens avec des échalades qui permettent une circulation un petit peu plus simple et une exposition de l'ensemble du feuillage beaucoup plus large. Donc une ventilation un peu plus importante et donc une pression de maladie un peu moins forte, sur laquelle on a planté des haies arbustives, des haies avec des essences de auget, sur laquelle on a mis des plantes compagnes. Donc on a beaucoup travaillé sur l'identification de plantes qui pouvaient attirer nos auxiliaires de culture, ou au contraire repousser nos ravageurs. On a travaillé sur des plantations d'aliacées en interrang de vigne, puisqu'on a trouvé une étude qui nous disait qu'il y avait des mycorhizes qui pouvaient assez facilement se former et donc prolonger le développement racinaire de nos vignes. Bref, on a essayé de le penser de la façon la plus intégrée possible. Alors ce que ça dit, c'est que c'est des parcelles qui ne sont pas mécanisables. C'est des parcelles qui sont, là en plus on a travaillé sur la biodiversité cultivée, donc avec plein de variétés très différentes, avec des essais de greffe un petit peu différents. Donc on est vraiment sur une vitrine qui ne pourra pas être généralisée en l'état puisqu'on ne trouvera jamais un modèle et qui nécessite quand même pas mal de temps de travail manuel. Les sols ne sont pas travaillés du tout, mais il faut quand même passer des broussailliers. Au vu de la densité des plantations diverses et variées qu'on peut avoir même sur les interrangs, ça pose quand même un certain nombre de contraintes. On a été implanter cette parcelle-là en 2021, donc on l'a récoltée pour la première fois l'an dernier, et on a fait donc avec les premières grappes, les premiers jus qui en découlent, et ça donne des choses extrêmement intéressantes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2025. Et on a eu l'occasion de recevoir pas mal de gens sur cette parcelle-là, qui venaient justement voir ce que ça pouvait donner, comment ça pouvait se développer. Donc, fort de cette expérience, on se dit, bon, très bien, on va faire ça dans tous les bassins, on va aller actionner tous ces leviers-là. Et donc, on a commencé à travailler un peu au corps des propriétés dans le Languedoc, et notamment une propriété où on a un pôle de réception, donc, qui est aussi une vitrine intéressante. Et là, en discutant un peu avec les directions techniques, ils disent, mais vous êtes bien gentils à la holding, là, dans les bureaux, mais nous, on est en 100% mécanisé, on est que 3 sur l'exploitation, on a 30 hectares à gérer, on ne peut pas se permettre de travailler à pied. On s'est dit, OK, alors comment on va pouvoir adapter à ce nouveau système de contraintes-là ces mêmes principes ? Donc on est parti dans des perspectives plutôt de vitiforesterie en se disant, d'accord, on va plutôt travailler sur la place de l'arbre au sein de la vigne, donc peut-être diminuer un petit peu la complexité du modèle initial. Puis là, pareil, les rangs de vigne, ça faisait quand même beaucoup de pertes de surface dans une zone où la surface est un petit peu contrainte, et puis beaucoup d'entretien des linéaires de haies de part et d'autre. Et donc, les équipes ont réfléchi à d'autres types de systèmes et donc ont développé un concept qui me plaît bien, qui s'appelle la vitiforesterie inclusive. Plutôt que de faire rentrer des haies qui fassent des sortes de corridors de biodiversité, on fait rentrer un bout de bosquet directement au sein de la parcelle. Avec l'idée qu'à l'intérieur, on peut donc mettre des essences de auget, qu'on peut avoir une biodiversité un peu plus importante sur une perte de surface viticole un peu moins importante et connecter bien sûr tout ça avec des corridors au reste de la trame verte qui se passe sur la propriété. Donc vous avez en bas les quelques essais là sur la carte qui ont été mis en place avec ce modèle-là de vitiforesterie inclusive et puis donc les corridors qui ont été recréés un petit peu partout autour. Donc on a réussi justement avec ce nouveau système de contraintes à proposer de nouvelles choses. Et là c'est pareil, c'est les parcelles qui sont rentrés en production l'an dernier et sur lesquels on a déjà des résultats assez intéressants en termes de biodiversité. Donc ça, c'est les premiers leviers d'action qu'on peut avoir en tant que groupe de taille conséquente, c'est que on est au contact avec des chercheurs, on est au contact avec des capacités d'innovation et on peut aussi se permettre de prendre un peu plus de risques parce qu'on a une résilience un peu plus importante donnée par la taille du groupe. À la suite de ça, on a essayé de voir comment on pouvait se servir de ces expérimentations-là pour faire avancer un petit peu des projets de recherche.
Et donc, on s'est rapproché. Alors, on était membre fondateur des différentes chaires de recherche avec l'Institut Agro, alors notamment à Montpellier, puisqu'ils ont une filière viticulture-œnologie qui forme beaucoup d'anciens de chez nous et avec lesquels on travaille beaucoup avec les étudiants. Et on a essayé de documenter un petit peu tout ça. Donc d'avoir des suivis scientifiques et donc des projets de collaboration qui se sont structurés. Et là, on est en train d'essayer de réfléchir avec notamment une UMR de l'INRAE autour du fait de se servir de notre réseau de parcelles et d'expérimentation pour en faire un système de passage à l'échelle. On a des ressources pour pouvoir documenter, on a des capacités de prise de risque qui sont un peu plus importantes que d'autres. Et donc, comment on peut réussir justement à aider la science à passer du petit domaine expérimental très orienté chercheur jusqu'à l'agriculteur qui n'a pas forcément les moyens de faire de la R&D. Donc au moins, on peut être un peu ce chaînon manquant pour mettre un peu tout ça en musique. Et quand on a essayé de commencer à en discuter un peu avec nos fournisseurs, avec nos apportants, on s'est aperçu qu'on avait quand même des réalités territoriales qui sont très différentes. J'en ai discuté avec des partenaires vignerons dans le Chablisien, par exemple. Eux, leur enjeu, il n'est pas vraiment sur la juste rémunération, parce que dans le Chablisien, quand ça ne gèle pas, on vit assez bien. Mais ils ont une aversion au risque qui est importante. Et donc, ils nous disaient, là, vous avez 90 hectares dans le Chablisien, vous expérimentez plein de trucs, montrez-nous, faites-nous venir, essuyez les plâtres et transmettez-nous ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on sera prêt à vous suivre. À l'inverse, quand on est dans le Bordelais, sur une région qui est quand même en crise forte, sur lesquelles les cours de marché ne couvrent pas forcément les coûts de production, aller parler de transition agroécologique, aller parler d'agroforesterie, ça paraît un petit peu déconnecté. Et donc là, on est en train d'essayer de voir comment on peut avoir des socles minimums de pratiques agroécologiques qui sécurisent une juste rémunération et qui nous permettent d'aller créer de la valeur avec un discours qui soit cohérent. Donc on a aussi cette spécificité-là, le fait d'être dans plein de bassins différents, d'essayer de trouver des solutions qui sont adaptées. Puisque je pense encore plus que dans d'autres filières, la filière vin, elle a des réalités très très différentes en fonction des zones géographiques dans lesquelles on cultive. Merci Carmen. Alors rapidement peut-être je dis un mot sur OE, juste pour vous dire d'où je parle. Je suis beaucoup moins légitime que Carmen pour parler à cette conférence. Je ne suis pas vigneronne, je ne suis même pas ingé agro. Voilà, comme ça vous le savez. Et sachez aussi que j'ai très honte de mes slides parce que ça fait 2 conférences où je vais où les slides sont super bien avec plein de chiffres. Donc vous verrez que des photos. Mais comme ça vous m'écouterez. Du coup, OE, on est tout petit vraiment par rapport à Advini. On est 20 salariés, on est basé à Lyon. Et l'an dernier, on commercialisait 500 000 bouteilles. Donc on est un négociant. Et un des combats d'OE, en tout cas la raison d'être d'OE, c'est de transformer l'agriculture, la consommation et l'entreprise au service du bien. Ça veut dire que le vin, c'est presque un moyen pour nous de faire rayonner et de défendre aussi d'autres combats. C'est pour ça qu'on lie beaucoup la transition agroécologique à d'autres transitions, comme je disais en diagnostic, et qu'on essaye de vraiment pas avoir une approche en silo, mais d'essayer d'élargir en tout cas le spectre de la transition. L'idée, c'est de vous parler des solutions qu'on essaye de mettre en place par rapport à ça. Nous, on aime bien dire qu'on a des solutions qui sont liées aux 4 zones d'impact qu'OE a. Donc la première zone, c'est la vigne, et c'est celle dont je parlerai le plus, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. Mais il y a 3 autres secteurs sur lesquels on essaye d'agir et de faire avancer ces enjeux de transition. C'est la consommation, l'entreprise et l'écosystème. J'en dirai un mot, mais un mot rapide. Sur la partie vigne, la solution, alors nous on travaille avec une vingtaine, une trentaine de vignerons répartis dans toute la France. On est historiquement plutôt en vallée du Rhône, du fait de la localisation de la boîte, mais on a des vignerons un peu partout. La première chose qu'on essaye de faire sur cette question de la transition agroécologique, c'est d'accompagner les vignerons partenaires avec lesquels on travaille. Et donc, depuis maintenant 5 ans, depuis 2020, on leur propose des diagnostics qui sont réalisés par une boîte qui s'appelle Ecofarm. Je vois qu'il y a Kevin dans la salle, donc vous pourrez lui en parler ensuite si ça vous intéresse, qui réalise des diagnostics, pareil, avec une vision très systémique, puisque ce sont des diagnostics à la fois économiques, sociaux et environnementaux du domaine, et qui permettent aux vignerons d'avoir à l'issue de ce diagnostic quelques pistes principales, quelques recommandations de transition à mener. Donc ça, c'est la première chose qu'on propose à tous nos vignerons depuis 2020.
Et cette année, on a décidé d'aller un cran plus loin parce que c'est un accompagnement qui reste quand même très individuel. Chaque vigneron fait son diagnostic et il y a très peu de collectifs qui se créent. On a toujours avec Ecofarm lancé un programme de formation qui s'appelle Itinéraire biorégénératif qui vise à donner des clés aux vignerons, mais aussi à d'autres producteurs, puisqu'on a lancé ça en partenariat avec d'autres marques qui travaillent sur l'agriculture bio, agroécologique, biorégénérative, quel que soit le nom qu'on donne. Donc c'est la distillerie Bel Air et la marque Omi, qui du coup ont travaillé sur ce programme de formation qui est financé par la Fondation Carasso à nos côtés. Si ça vous intéresse, tout est en open source et toutes les vidéos issues de la formation sont sur Vers de Terre Production. Donc ça, c'est un peu le premier pilier de l'accompagnement qu'on essaye d'apporter aux vignerons. Le deuxième, c'est le nerf de la guerre, c'est la question du financement. Chez OE, on flèche 1% de notre chiffre d'affaires pour accompagner les vignerons à mettre en place des actions de restauration de la biodiversité dans leurs vignes. C'est à la fois bien et c'est à la fois assez ridicule, puisque ça couvre pas du tout les besoins. Et que si on devait être tout à fait honnête, on ne devrait pas avoir à flécher 1%. On devrait avoir un prix suffisamment rémunérateur en amont qui leur permette d'avoir des actions de préservation et de restauration de la biodiversité. C'est un travail qu'on mène d'ailleurs sur la comptabilité en triple capital. Voilà. Mais c'est un autre sujet. Mais voilà, juste pour le mentionner. Et sur la question du financement, on travaille, et Pauline l'a mentionné en introduction, on travaille avec Agoterra, sur un premier projet qui est disponible sur la plateforme Agoterra, qui est 100% focus biodiversité. Ça veut dire qu'on ne propose pas de crédit carbone sur ce projet-là. On ne propose pas encore de certificat biodiversité, mais on a travaillé avec Ecofarm et Agoterra pour proposer donc un projet sur lequel on a détaillé l'ensemble des actions, enfin de l'itinéraire de transition qui allait être mis en place sur la parcelle, où on a travaillé sur des indicateurs et où on propose à des entreprises, clientes ou non d'OE, de venir financer ces actions à nos côtés. La troisième chose sur laquelle on essaye de travailler, c'est de valoriser les vignerons. Ça peut paraître anecdotique, mais ça se traduit de manière, par exemple, particulière chez OE. On est un négociant, pour autant on ne fait pas d'assemblage. Il n'y a aucun vin qui est assemblé chez OE. Ça veut dire que, par exemple, le Côte-du-Rhône rouge de notre marque, il peut être produit soit par Emmanuel, soit par Brice, soit par Christian. Et en fait, en fonction de la bouteille que vous achetez, vous savez quel est le vigneron derrière, puisqu'il y a un QR code qui vous permet d'accéder à l'univers du vigneron. Vous le voyez prendre la parole, vous voyez ses vignes, etc. Et donc pour nous, c'est important. Il y a la marque OE, bien évidemment, mais en tout cas de valoriser vraiment le travail du vigneron ou de la vigneronne derrière. Et peut-être, dernier point sur les solutions qu'on essaye de mettre en place sur la transition agroécologique. On est devenu producteur depuis maintenant 1 an. On a monté une foncière l'année dernière qui nous a permis d'acheter un domaine viticole en vallée du Rhône, qui n'est pas très grand, qui fait 6 hectares, mais qui nous permet d'avoir un lieu à la fois d'expérimentation, à la fois d'accueil, et qui surtout crédibilise beaucoup la manière dont dorénavant on s'adresse aux vignerons avec lesquels on travaille. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus ancré, je pense, et conscient de plein de choses. Et donc, on essaye de mener tout un projet de transition de la même manière qu'on le propose à nos vignerons, c'est-à-dire qu'on a commencé par un diagnostic avec Ecofarm, on a fait une analyse de sol, et puis là, on a un plan de transition pour les 5 prochaines années sur le vignoble. Et l'idée, c'est ce vignoble-là, d'ailleurs, dont on finance la transition via Agoterra, et l'enjeu, à terme, c'est de réussir à déployer cette démarche chez l'ensemble de nos vignerons. Cette foncière, d'ailleurs, elle a un deuxième projet d'investissement. On en parlait avec Carmen pendant la présentation, parce qu'on avait sur les mêmes enjeux des réponses qui étaient assez différentes et complémentaires.
Là, on est plutôt en train de regarder sur la deuxième acquisition de la foncière, plutôt dans le nord de la France. Ça fait effectivement fantasmer la Bretagne. Moi, je suis allée visiter une parcelle en Picardie il y a 3-4 semaines. Et donc, on se dit à la fois l'enjeu de la foncière, c'est sûrement d'accompagner l'adaptation des régions historiques où on fait du vin, et puis peut-être de défricher des nouvelles géographies, parce qu'on sait forcément que la manière dont on fait du vin et de toute façon dont on produit en 2050 dans un monde à plus de degrés sera forcément un peu différente. Et donc, on veut apporter aussi notre pierre à cet édifice. Voilà sur la partie transition agroécologique, ce qu'on essaye humblement, vraiment, on est une petite goutte d'eau de faire. Si je devais dire quelques autres mots sur la partie consommation, je le disais, je pense qu'il faut vraiment penser la transition agroécologique pas en silo, il faut vraiment la lier à d'autres transitions hyper importantes, transition énergétique, transition circulaire. Nous, on fait du réemploi, hein. Toutes nos bouteilles sont réemployables, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont réemployées. Ça dépend des circuits de distribution. Et juste un mot pour dire que cette circularité, il ne faut pas forcément la vivre comme une contrainte. Alors forcément, faire du réemploi, c'est plus compliqué. Je vois là, on essaye de... On fait pas beaucoup d'exports chez OE, c'est assez particulier dans le monde du vin. Nous, on fait 5% d'exports et 95% de nos vins, ils sont distribués en France. Et sur ces 5% d'exports, c'est super compliqué d'essayer à la fois de commercialiser à l'étranger et en même temps de travailler sur des circuits de réemploi qui sont différents en plus en fonction des pays. Mais en tout cas, ça peut être aussi une opportunité de réfléchir les choses autrement. Je pense à ce qu'évoquait Pauline en introduction. On a effectivement sorti des sodas botaniques sans alcool. On ne voulait pas faire du vin sans alcool désalcoolisé. Et en fait, on a imaginé utiliser dans ces sodas les essences qui sont plantées par les vignerons dans le cadre de leur transition agroécologique. Effectivement, dans une haie, ils vont pouvoir mettre, par exemple, du thym ou du romarin pour le plus facile. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ça dans les boissons. C'est anecdotique en termes de débouchés commercial pour les vignerons, mais juste, c'est intéressant d'essayer de réfléchir en tout cas de cette manière-là. Autre exemple, on utilise du compost qui vient des alchimistes et qui est récupéré à partir des biodéchets des clients qui servent nos vins. Et ça permet aussi de proposer aux consommateurs un autre récit sur la transition agroécologique qui est hyper incarné, qui est hyper simple aussi à appréhender. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler. Et l'avantage du vin, c'est qu'on peut raconter tout un tas de choses, parce que c'est un des seuls produits issus de l'agriculture qui se retrouve complètement intact sur la table. Et donc, on peut vraiment utiliser cette force-là, cette spécificité-là pour raconter plein de choses. Peut-être un dernier mot, parce que j'ai pas du tout regardé le temps, mais un dernier mot sur notre écosystème et presque un appel que je fais. Nous, on réfléchit beaucoup au sujet de coopétition, comment on peut essayer de faire avancer ensemble des sujets de transition agroécologique. Et il y a sûrement plein de choses qu'on peut faire ensemble, où on peut mettre en commun sûrement des études qu'on a fait. Nous, on a fait par exemple une ACV. Moi, j'ai été estomaquée par un des résultats qui nous montrait qu'on réduisait l'empreinte carbone de 83% en passant du carton au casier. Donc en ayant une logistique full zéro déchet. Et voilà. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut essayer de mettre en commun et qui permettraient d'accélérer et de faire avancer la transition davantage. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenantes? J'ai même oublié mes photos. Oui, il y avait plein de photos normalement. Ouais, j'ai complètement oublié. On fait un petit diapo. Voilà. En attendant, je peux prendre les questions. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Gabriel Follin-Arbelet, je travaille chez Carbone 4. Vous en avez un petit peu parlé du côté de la demande du marché. Qu'est-ce que vous sentez comme intérêt sur des produits agroécologiques, des produits bas carbone? C'est quoi exactement le message que vous portez et les arguments pour le mesurer que vous portez aussi auprès de vos clients, de vos distributeurs? Et voilà, comment vous voyez ces sujets-là?
je commence, tu compléteras. Je pense qu'en plus, on aura des visions assez différentes sur le sujet. La filière vin, intrinsèquement, elle a un modèle de valeur qui est assez vertueux parce qu'on parle toujours des terroirs. Le terroir, c'est rien d'autre qu'un écosystème et qu'un savoir-faire humain. Donc on a quand même quelque chose qui intrinsèquement permet de communiquer assez efficacement. Après, il y a une étude qui est sortie récemment, qui a été commanditée par les vignerons engagés, qui amène la préoccupation carbone dans les choix et les préférences d'achat de vin en 9e critère sur 10, pardon. Derrière tout un tas de critères, notamment autour de la juste rémunération du producteur, après d'autres critères qui concernent plus la prise en compte de la biodiversité notamment, et les qualités sanitaires du produit. Donc on voit que c'est quand même compliqué pour le moment d'avoir un discours fort sur la dimension carbone, en tout cas, dans cette filière-là. Ça concernait des consommateurs français. Et c'est une notion qui est assez spécifique puisque la filière vin elle a d'autres spécificités, c'est-à-dire que comme c'est de l'alcool, il y a beaucoup de marchés dans le monde qui fonctionnent sur des systèmes de monopole d'État. Si vous allez quelque part en Scandinavie ou quelque part au Canada, l'alcool s'achète uniquement dans des magasins d'État. Donc c'est l'État qui passe des appels d'offres et à ce titre, le rapport entre nous, fournisseurs, et notre client État est quand même très très différent. Et où là, on arrive à avoir des grilles d'appels d'offres avec des critères autour de la transition au sens large, autour des labels, mais pas que, qui sont assez importants. Et pour revenir sur une illustration dont a parlé Sophie sur les bouteilles, sur le réemploi, sur la consigne, on commence à avoir aussi des exigences en matière de réduction de poids de la bouteille. Donc chez nous, c'est 40% du bilan. En Norvège, on ne fait plus rentrer une bouteille qui fait plus de 420 grammes. C'est comme ça. Elle n'atterrit plus sur le marché. Donc il y a aussi des signaux assez forts qui viennent et qui mettent un peu la filière en mouvement et qui nous permettent d'avancer. Même si on ne parvient pas encore complètement à craquer la façon dont on en parle aux consommateurs, les maillons intermédiaires commencent à se mobiliser et ça commence à bouger. Pour compléter rapidement, il y a effectivement, il y a deux niveaux, parce qu'il y a le niveau, alors il y a le consommateur, et puis avant ça, il y a le distributeur. Nous, l'argument qui fonctionne le mieux, c'est celui du réemploi, parce que c'est par ça qu'on s'est fait connaître, et ensuite c'est celui du bio, pas tant la partie agroécologique. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui fonctionnent. Et après, côté consommateur, Carmen a répondu à la question. D'autres questions ? Bonjour, Erwan, Société Écosystème. Nous, on fait de la formation en agronomie, agroécologie. J'ai une question pour OE, puisque je suis fils de vigneron. Comment vous arrivez à concilier agriculture biologique, où le seul moyen de désherbage, par exemple, c'est le travail du sol, et agriculture de régénération des sols, où justement on cherche à moins travailler les sols. Et en bio, on sait qu'il y a beaucoup de travail du sol, et en agriculture de régénération, c'est plutôt l'inverse qu'on va viser. Comment vous arrivez à concilier les deux ? Ouais. Alors c'est là que mes connaissances agronomiques vont faire défaut. En tout cas, non, on accompagne en fait au fur et à mesure les vignerons qui sont effectivement donc tous en bio. Et donc il y a d'autres déjà. On n'est pas en agriculture de conservation des sols, hein, dans la partie bio-agroécologie. Ça en fait partie, mais les premières démarches, par exemple, qu'on met en place, c'est déjà de remettre de la vie dans les sols. Donc ça va passer par de l'apport de compost, de l'apport de soufre, l'implantation de couverts végétaux, par exemple, la plantation de haies, des pratiques de vitiforesterie. Et donc c'est la manière dont aujourd'hui on accompagne les vignerons avec lesquels on travaille, à la fois en leur mettant à disposition, donc, en travaillant avec un partenaire qui est Ecofarm, et puis en menant au fur et à mesure ce genre de projet. Je peux apporter un complément. Alors, la question ne m'était pas adressée, mais on a fait quelques expérimentations en couvert permanent. Dans les zones où l'eau n'est pas un facteur limitant, je pense au Bordelais notamment, on a une propriété qui est en bio, sur laquelle on fait des essais avec des trèfles souterrains, avec des trèfles nains, sur une couverture qui reste sur toute l'année. Donc pas de travail du sol et pas de passage d'herbicides. Alors ça fonctionne quand on n'a pas de concurrence hydrique. Donc clairement, on peut l'oublier sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Ce qu'on fait un peu plus sur les propriétés qui sont en bio et qui ont commencé leur transition,
Globalement, en termes de travail du sol, on arrive à gratter sur les 5 premiers centimètres et on fait entre 1 et 2 passages dans la saison. Le reste du temps, on tond et on arrive dans des conditions de stress hydrique telles que globalement, il y a plus peu d'espèces non vivaces qui supportent les étés très secs. Donc on a des couverts qui sèchent, en fait. Donc il n'y a pas de solution idéale, on teste des trucs, il y a des années où ça marche, il y a des années où ça ne marche pas, c'est toujours pareil. Mais on peut réussir à rendre ça compatible, ou en tout cas avec assez peu de passages mécaniques, on peut réussir à s'en sortir quand même en viticulture. Bonjour, Philippe Raffin du cabinet Link-Up. Pardon pour le faux départ, je n'avais pas vu, il y avait une question qui partait là-haut. Je vous ai ni l'une ni l'autre entendu parler d'HVE. Et donc, je me posais un peu naïvement la question, et c'est une question, je ne suis pas ingénieur agronome, je me dis, mais finalement, où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce qu'il est considéré comme une espèce de baseline, et on est largement au-delà maintenant en termes de préoccupation pour cranter les pratiques, ou, enfin voilà, qu'est-ce que vous en faites? Alors nous, on n'en parle pas du tout parce que de fait, le label qu'on a pour l'instant, c'est un label bio. Et si on devait avoir un deuxième label, ça serait le label ROC, par exemple, sur lequel on est en train de s'interroger sur notre domaine. Et du coup, HVE est effectivement bien en deçà en termes d'engagement de ces labels-là, d'où le fait que effectivement, ça ne soit pas le sujet pour nous. Alors pour nous, ça l'est. Nous, on a 100% de nos surfaces depuis cette année-là qui sont certifiées en HVE. Alors le label en lui-même... clairement, il ne faut pas lui dire ce qu'il ne dit pas. Hein. On peut plus utiliser de CMR, donc les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les pires pesticides, ils sont sortis du cahier des charges. Mais à part ça, il y a assez peu d'interdictions dans ce label-là. Donc ça, il faut l'avoir clairement en tête. En revanche, c'est un régime à points qui s'intéresse à 4 dimensions, donc à la fois à la fertilité, à la gestion de l'eau, à la gestion de la biodiversité et à la gestion donc, de la protection phytosanitaire. Et nous, ce que ça nous a forcé à faire, et qui était vachement intéressant comme exercice, c'est des cartographies complètes de toutes nos infrastructures agroécologiques. Et donc, on a bossé avec toutes nos équipes techniques pour identifier tout ce qui était des hotspots de biodiversité. Et ça, l'air de rien, ça a permis de le conscientiser un petit peu. Et on a vu que spontanément, il y a des pratiques agricoles à proximité des lieux qui n'étaient pas identifiés comme étant des réservoirs de biodiversité qui ont été adaptés. Donc ça nous a quand même pas mal servi. Et moi, d'un point de vue un peu centralisateur, donc d'un point de vue du groupe qui travaille avec cette trentaine de propriétés, ça me permet d'avoir des indicateurs uniformisés et donc de pouvoir rendre compte de la trajectoire globale du groupe. On a des tas de projets, je vous en ai cité 2 là autour de réimplantation de haies par exemple. Le fait d'avoir une cartographie HVE auditée, ça me permet d'avoir un indicateur dans mon suivi de performance extra-financière sur la part de nos surfaces qui sont dédiées à la biodiversité. Et ça fait des méthodologies que je trouve assez robustes. On a eu des demandes un peu clients dans la grande distribution en France sur le label HVE, c'est plus vraiment le cas. Mais en fait, on communique assez peu dessus, mais je trouve que c'est un outil qui est assez pertinent pour se poser des questions. Après, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Une question là-bas. Bonjour et merci pour vos interventions respectives. Moi, j'avais une question sur le réemploi. Je voulais savoir s'il y avait une raison particulière ou si le vin posait un problème particulier vis-à-vis du réemploi par rapport aux autres boissons. Notamment, je prends un exemple tout bête en Allemagne. Alors je vais peut-être me tromper, mais j'ai l'impression qu'absolument tout est consigné sur le verre, le plastique, sur les jus, quelle que soit la taille des producteurs. Par contre, le vin échappe à ça, y compris les vins allemands. Donc je voulais savoir si quel était le problème qui restait à craquer sur le vin qui avait déjà été résolu sur les autres boissons. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de filière de réemploi sur le vin, tout simplement. Donc là, il y a plusieurs laveurs qui se sont installés et régionalisés en France. Ça implique surtout que tous les vignerons aient le même type de bouteille. Donc nous, par exemple, on a une bordelaise, une bourguignonne qui sont acceptées, validées dans le cahier des charges du réseau Consigne, France Consigne. Mais ça veut dire qu'il faut uniformiser les contenants pour qu'ils soient tous lavés et ensuite refléchés dans la zone où ils ont atterri, où ils ont été consommés. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Et en fait, le réseau France Consigne valide au fur et à mesure les différentes bouteilles. Là, typiquement, on a sorti même sur, alors on parle du vin, mais même hors vin, on a sorti des boissons sans alcool dans des bouteilles de 33. Il faut trouver une bouteille de 33 centilitres
qui soit compatible avec du réemploi. Et donc ça pose plein de questions sur le type de capsule, par exemple, qu'on peut utiliser. Tout n'est pas disponible. Il y a quand même un peu de lobbying des verriers sur certains types de bouteilles également. Et donc voilà, il s'agit de trouver la bouteille qui n'est pas faite par un seul verrier, parce que sinon c'est pas très robuste. Donc d'essayer d'en trouver une qui est au moins produite par 2 ou 3. Et donc il y a un peu tous ces enjeux-là qui font que c'est compliqué. Et ensuite, c'est une habitude aussi qu'on a perdue. Nous, un des problèmes principaux qu'on a sur la partie réemploi, quand c'est aussi associé à de la livraison zéro déchet, donc ça veut dire que c'est pas livré en carton plastique, mais en casier coiffe consigné. C'est par exemple qu'on a de la poussière qui s'infiltre par les casiers. Donc on a des restaurateurs qui sont pas contents parce qu'il y a un peu de poussière sur les bouteilles. Et voilà, c'est un peu aussi tout le changement culturel qu'il faut qu'on réussisse à mettre en place sur le réemploi. Pardon. Ouais, non, juste en complément, j'aurais répondu de façon un peu moins diplomate que Sophie, c'est que la filière vin, c'est pas pareil. On aime bien se revendiquer un petit peu différent et il nous faut toujours des tas de bouteilles différenciantes. Il faut qu'on sorte du lot et il faut qu'on se démarque. Donc structurellement, il y a quelque chose qui colle pas vraiment avec le système de consigne. Après, je suis très admirative du boulot qui a été fait par OE là-dessus parce que ils ont toutes vos gammes sont aptes au réemploi. C'est un peu mon cheval de bataille depuis quelques années. On a réussi à mettre sur le marché notre première gamme apte au réemploi chez Adigny en 2022. Et j'étais vraiment persuadée que ça y est, on avait craqué le truc, ça allait faire une traînée de poudre. Et c'est tellement du bon sens, c'est tellement facile à mettre en place, le contenant en verre, le détruire, le faire fondre pour refaire exactement la même bouteille alors que c'est inerte. Enfin, c'est tellement absurde sur le principe. Mais la filière vin est super fragmentée. On le voit dans beaucoup d'autres secteurs, chez les minéraliers, dans les sodas, dans les bières, c'est les producteurs qui sont propriétaires de leur propre parc de bouteilles et qui gèrent, donc peut-être pas forcément la logistique inverse, mais souvent le lavage juste avant le reconditionnement. Chez les vignerons, même si nous on est plutôt gros dans la filière, on est le 3e opérateur national, on est tellement anecdotique en termes de volume par rapport à ces acteurs-là qu'on n'a pas les moyens de s'équiper de nos propres laveuses. Donc il faut qu'on la joue collectif et c'est ce que le réseau France Consigne a mis en place. Il y a d'autres opérateurs qui sont en train de se structurer à l'échelle nationale, mais c'est un coût de mise en œuvre. Et comme dans toutes les autres filières, le verre consigné coûte moins cher que le verre à usage unique, nos clients, les distributeurs, sont pas prêts à financer cette transition-là. Nous, on n'est pas prêts à la prendre en charge totalement. Et donc, on attend que le premier bouge. Ouais. Je peux vous donner, nous on a estimé que le coût du réemploi qu'on mettait en place chez OE l'an dernier, ça nous avait coûté 500 000 euros, qui est pris en charge par OE. C'est le coût du réemploi, 500 000 euros, et je vous ai dit on commercialisait 500 000 bouteilles, 1 euro par bouteille en coût du réemploi. Ce qui est un peu dommage parce que pour rappeler quelques chiffres, 50% de l'empreinte carbone du vin elle est liée à la bouteille, à peu près 40 à 50%, et le réemploi ça permet de faire chuter ça de 80%. Et plus 50% d'économie d'eau, etc. Donc voilà, l'enjeu, il est quand même énorme. Bonsoir. Une très rapide question. Cyril Jubert de l'AFNOR. Je suis juste un petit peu déçu parce que je pensais venir à cette intervention très, très, très passionnante parce qu'il y avait une dégustation de vin. Mais en fait, apparemment, il n'y a rien. Mais je crois qu'il y aura des vins d'OE après. Il faut attendre 18 heures, je crois. Plus sérieusement, c'était une petite question pour Carmen. J'imagine que vous avez commencé votre CSRD ou est-ce que vous êtes stop the clock? Je ne sais pas. Mais je voulais juste un petit retour d'expérience si vous aviez appréhendé les ESRS, E4, E5 pour la biodive. Désolé pour les acronymes horribles, mais ce n'est pas moi qui les ai inventés. Je les ai appréhendés. Alors ouais, nous on fait partie de la 2e vague. Donc pour les gens qui ne sont pas particulièrement familiers, CSRD au niveau européen, issu du Green Deal, qui vise à standardiser les critères de reporting extra-financier des entreprises pour les rendre comparables entre elles, sur le même principe que les IFRS qui ont été mis en place en comptabilité. Donc nous on trouvait ça super parce que nos concurrents un petit peu plus gros sont pas soumis à ces réglementations-là. Nous, c'est notre statut coté qui nous force à reporter et on est quasiment les seuls opérateurs dans la filière de notre taille à reporter. Donc on a une obligation de transparence que les autres n'ont pas. Donc on trouvait ça bien de pouvoir enfin se comparer et j'espère en tirer un avantage concurrentiel. Donc on est soumis depuis 2018 à DPEF, donc on était déjà rodé sur l'exercice et à l'époque où on avait structuré notre DPEF, où on a refondu nos politiques ESG, on avait déjà mis en place une approche en double matérialité. Donc on était déjà prêt depuis 2021 sur cette dimension-là et on couvre 100% du périmètre des activités sur les différents indicateurs qu'on reporte et on avait déjà un reporting sur l'ensemble des champs couverts par les ESRS. Donc à un niveau de détail
bien moins important que ce qui était demandé par la CSRD, c'est sûr. Mais pour moi, la marche n'était pas si haute. Ça allait être du boulot de formalisation, mais c'était atteignable. Et donc nous, on fait partie de cette vague d'entreprises qui, du coup, est sortie, donc Stop the Clock, c'est-à-dire que la deuxième vague a été repoussée de 2 ans. Et en plus, avec l'élévation des seuils, donc on est 950 collaborateurs, on passe en dessous du seuil des 1000 collaborateurs. Donc la CSRD, a priori, si l'omnibus est voté en l'état et décliné, ne s'applique plus à nous. Ce que ça veut dire, c'est que la DPF ne s'applique plus, que la CSRD ne s'applique plus. Donc là, moi, je suis dans une configuration où je n'ai plus aucune obligation de reporting en matière de durabilité. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on continue à mener des projets de développement durable? La question ne se pose pas vraiment. Est-ce qu'on continue à avoir ce niveau d'ambition dans le reporting? Parce que moi, ces reporting extra-financiers, ça bloque à mon équipe quasiment 3 semaines de boulot chez 6 personnes. Enfin, c'est quand même un temps de travail considérable en charge d'audit. Et c'est du temps qui ne passe pas à conduire des vrais projets de transformation. Donc, est-ce qu'on continue à aller dans ce niveau d'ambition-là sur l'audit? Est-ce qu'on continue à avoir autant d'indicateurs suivis? Donc, ça nous a beaucoup animés dans les réflexions COMEX ces derniers temps. Le parti pris qu'on retient, c'est qu'on va garder un reporting extra-financier, qu'on va continuer de s'appuyer sur un référentiel qui sera celui des VSME, donc le référentiel un peu allégé, donc qui est quand même complet, qui est quand même robuste. Et de toute façon, nous, même s'il n'y a plus la loi, on a tout un tas de parties prenantes qui nous demandent quand même du reporting. Nos investisseurs, des analystes ESG, nos assureurs, enfin bon, tout un tas de parties prenantes qui ont quand même ces exigences-là, plus toute une partie de nos clients. On a des clients, là on a estimé sur les 300 millions à peu près de chiffre d'affaires d'Adini, on a un peu plus d'un tiers, donc un peu plus de 100 millions qui sont à risque si on n'a pas par exemple d'engagement SBTI. Donc on va continuer à suivre, on va continuer à reporter, on va continuer à rendre ça un peu robuste, un peu crédible et continuer les exercices de transparence qu'on avait menés. Mais là, d'un point de vue réglementaire, il n'y a plus rien qui nous y contraint. Merci Carmen. Est-ce qu'il reste des questions ? Sinon, avant de clôturer cet atelier, je voudrais vous demander de sortir vos portables. On a un petit questionnaire à vous proposer. Sophie, je veux bien que tu mettes la dernière slide. C'est très rapide, je vous promets. Et on va pouvoir, après cela, passer au cocktail avec les vins de OE qui nous sont proposés ce soir. En tout cas, un grand merci à nos 2 intervenantes. Merci beaucoup.